va parler de Jordan Bardella. Il veut être Premier ministre de la France. C'est une vidéo de 24 minutes. On va écouter. On va écouter le débat. Le débat et lui. C'est-à-dire lui dans Apolline Matin. Du texte sur l'immigration. Voilà, le jour d'après, au lendemain de ce rejet du texte sur l'immigration à l'Assemblée nationale, chaque formation politique d'abord compte ses troupes et puis regarde les différents scénarios. Du côté du Rassemblement national en particulier, le seul recours valable, c'est de revenir vers les Français, vers le peuple, vers les urnes. C'est d'ailleurs ce que disait ce matin Jordan Bardella, le président du RN. Il était l'invité d'RMC et de BFM TV, d'Apolline de Malherbe. Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron? D'être un Premier ministre de cohabitation? Bien sûr. Face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si tel devait être le cas, alors le Rassemblement national serait évidemment prêt à assumer ses responsabilités. Clémentine Autain est avec nous en direct de l'Assemblée nationale. Bonsoir Madame la députée. Il y a 2 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se voyait à Matignon. 2 ans après, c'est Jordan Bardella. Finalement, hier, vous avez fait le jeu du Rassemblement national? Écoutez, hier, la question qui nous était posée, c'était de savoir s'il y avait une majorité ou non pour le projet de loi proposé par Gérald Darmanin sur l'immigration. La réponse a été non. Et en fait, nous avons eu une sorte d'addition de tous ces 49.3, de cette brutalisation de la démocratie que nous vivons en Macronie depuis bientôt, plus d'1 an et demi. Et hier, les députés ont été en effet majoritaires à dire stop. Stop, il n'y a pas de majorité, vous ne pouvez pas continuer à fonctionner au mépris du Parlement. C'est le fait majeur d'hier. Oui, mais le fait majeur, c'est que vous avez voté avec le Rassemblement national. C'est absurde, vous ne comme ça. Vous reprenez les éléments de langage de Gérald Darmanin. Non, vous ne vouliez pas défiler dans la rue avec le Rassemblement national contre l'antisémitisme, mais en revanche, vous votez avec le Rassemblement national contre le gouvernement. Quelle est la logique de tout ça? Écoutez, c'est absurde ce que vous êtes en train de raconter. Manifester. C'est la réalité. Mais non, ça n'a rien à voir. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment idiot comme approche. Quand vous manifestez contre l'antisémitisme, non, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Je vous dis que quand on manifeste contre l'antisémitisme, oui, pour nous, c'est un problème de le faire aux côtés d'un parti dont l'histoire est celle d'une création par les Waffen-SS. Oui, c'est un problème. Mais voter avec eux, c'est plus un problème. Mais ce n'est pas voter avec eux, c'est voter sur un sujet précis. Mais ça n'a pas de sens, sinon vous pouvez poser la même question à la Macronie, qui passe son temps aussi à voter avec le RN. Vous passez votre temps à reprocher à la Macronie de voter avec le RN. Quand c'est sur le fond, là il s'agit du rejet d'une motion. C'est le point d'accord. Oui, mais écoutez, le point d'accord, il est simple, il est de dire que nous ne voulons pas étudier ce texte, pour des raisons, d'ailleurs, vous le savez, qui sont diamétralement opposées. Donc c'est pas la peine de reprendre les éléments de langage de Gérald Darmanin, c'est absurde. Vous savez bien que l'extrême droite, et pour durcir ce texte, c'est-à-dire pense que c'est pas suffisant, alors qu'il est déjà pas mal dans les clous de la droite, puisqu'il veut durcir encore les conditions d'accueil des migrants, et que nous, ce que nous souhaitons, c'est répondre à la crise de l'accueil. Donc on a des visions sur ce sujet qui sont diamétralement Sauf que là, on va sans doute aller vers un durcissement de cette loi. Attendez, si c'est dans le cadre de la CMP. Attendez, donc vous voyez bien que nous ne sommes pas d'accord. Donc arrêtez de raconter que vous votez ensemble, comme si nous étions d'accord. Ce sur quoi voté ensemble. Non, nous avons appuyé sur le même bouton pour dire une seule chose, donc ne surinterprétez pas, pour dire une seule chose, c'est que nous ne voulons pas de ce texte. Et nous ne voulons pas de ce texte pour des raisons qui sont diamétralement opposés. Donc faites attention dans la façon de vous présenter les choses, sinon ça mélange tout. Et c'est exactement ce que disait Gérald Darmanin tout à l'heure, qui, pour se dédouaner de sa propre responsabilité, parce que c'est lui qui met ce texte en CMP aujourd'hui, alors qu'il pourrait le retirer, et en le mettant en CMP, en effet, il prend le risque qu'à la fin des fins, ce soit un texte qui soit encore plus dur, où les pauvres petits goodies... Donc là, vous auriez perdu, doublement perdu. Mais le problème, c'est pas nous, vous savez, c'est les Français.
Donc ceux qui perdent aujourd'hui de la situation, ce sont les Français. Sont plutôt pour des mesures dures. Dans tous les sondages, oui, alors les faisons attention aux enquêtes. Plus de dureté sur l'immigration. Attendez, oui, là pareil, on n'est pas tous remettre en cause les sondages. Oui, ok, vous voyez certaines enquêtes. Oui, moi je vois des enquêtes au long cours sur 50 ans. Et ce que j'observe, c'est que sur 50 ans, les Français sont de moins en moins xénophobes, de moins en moins racistes. Donc, et que ce que je vois dans les enquêtes d'opinion aussi aujourd'hui, c'est que la question numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 des Français, ce n'est absolument pas l'immigration. C'est la question de la hausse des salaires. Oui, ça nous intéresse plus. Non, mais ça nous intéresse plus. Mais les problèmes premiers des Français, c'est les préoccupations premières, c'est d'abord la hausse des prix, d'accord? Ensuite, c'est les enjeux de services publics et notamment la question de la santé, de l'éducation. C'est aussi l'environnement et en ce moment, au moment où on se parle, il y a la COP28. Donc, désolé, mais l'immigration ne fait pas partie des priorités des Français. Ça n'est absolument pas vrai. Donc, vous avez le droit de regarder une partie des enquêtes, de leur tordre le cou. Moi, je regarde aussi les enquêtes et je vous donne l'interprétation que j'en ai et je pense que c'est assez juste de dire qu'il s'agit maintenant de s'occuper des préoccupations majeures des Français. Au moment où on se parle, vous avez des gens, la moitié des Français, qui sautent un repas sur 2. Vous avez des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. C'est ça la réalité des Français. C'est pas d'abord la question de l'immigration sur laquelle d'ailleurs on met beaucoup de fantasmes et beaucoup de nos problèmes, comme si selon l'expression bien connue maintenant de l'extrême droite, comme si tous nos problèmes étaient liés au trop d'immigrés. C'est délirant. Voilà, donc stop à ce discours. Et M. Darmanin masque le fait qu'il marche totalement dans les pas idéologiquement de l'extrême droite, en racontant qu'il y aurait une alliance des extrêmes. Il sait très bien que ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est son pas à lui, et qui est toujours plus près des idées de l'extrême droite. Non, pas une question, une remarque. Je vais me faire l'avocat de Clémentine Autain. Le procès fait aux Insoumis est totalement ubuesque. Ils ont voté quoi, les Insoumis? Ils ont voté une motion de rejet déposée par les écologistes qui sont leurs alliés à l'Assemblée. Quand Elisabeth Borne... Il y en avait deux qui avaient été déposées, il y en avait une LR et l'écologiste, c'était tiré au sort. Voilà. Quand Elisabeth Borne dit cet après-midi à l'Assemblée, je la cite, et elle dit ça à Mathilde Panot, la chef de groupe de Clémentine Autain. Vous vous êtes coalisé avec le RN, compromission avec l'extrême droite. Mais on retourne le débat, c'est n'importe quoi ça. C'est de la mauvaise foi politique. Là, les Insoumis ont voté un texte des écologistes. Jusqu'ici tout va bien. En revanche, que le RN ou que les LR aient voté un texte de la NUPES... On avait déposé la même motion de rejet. Que les LR et le RN votent un texte de la NUPES, il est là le sujet. Là on peut en débattre, moi ça me choque pas, mais si vous voulez on peut en débattre, c'est pas de problème. C'est vous ici. Mais d'accord, mais on peut en débattre. Mais je vous dis que reprocher aux Insoumis de voter pour une motion écologiste, c'est normal. Que les LR et le RN votent une motion écologiste, c'est moins normal. Oui, je veux réagir parce que ce que mon avocat sur le plateau vient de dire. Thomas Maître mon avocat sur le plateau vient de dire est parfaitement juste. C'est-à-dire que les commentaires sur BFM depuis cet après-midi sont complètement délirants. Désolé, mais vous ne voyez pas qu'en ce moment, ce qui est en train de se produire, c'est plutôt une avancée de la Macronie du côté de la droite et de l'extrême droite. Et que c'est ça qui est préoccupant. Et absolument pas une collusion des extrêmes. Je vais aller au bout du délire. Vous allez être les dindons de la farce. Parce que le texte qui va sortir de cette commission mixte paritaire sera plus dur que le texte que vous avez rejeté à l'Assemblée. Et il sera adopté parce que soit LR s'abstiendra, soit votera pour ce texte. Et donc, au final, vous aurez un texte plus dur. Vous voulez agir pour les Français? Je ne suis pas sûr que vous ayez fait de bons calculs. Mais je délire peut-être. Non, mais de toute façon, vous ne connaissez pas la fin du processus, non, puisque personne ne le connaît. Il y a encore même du suspense pour savoir si la Macronie a le droit encore à un 49.3 ou pas. Donc tout ça n'est absolument pas connu la suite. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous avons été cohérents avec nous-mêmes en disant que nous ne voulons pas de ces 15 jours de débat, nous ne voulons pas de cette loi, et c'est le sens de la motion que nous avons votée, et que maintenant, que faire ? En effet, il faut aller à nouveau vers le peuple, c'est-à-dire que c'est lui le souverain en dernier ressort, et que ce que montre ce moment que nous traversons de crise paroxystique, c'est le signe que la Ve République est aussi à bout de souffle. C'est-à-dire qu'il y a une fin du « en même temps ». On est au bout du « en même temps », parce que ce « en même temps », aujourd'hui, il est en train de conduire à une politique de droite, et toujours plus à droite, et on est à la fin d'un moment qui est celui de la Ve République qui est en crise, et si on avait un doute, je pense que là on se rend compte à quel point ça ne marche pas. Donc en réalité il faut, comme nous le proposons, retourner vers les Français et changer notre système institutionnel, parce que beaucoup disent dans les commentateurs que la Ve République c'est un gage de stabilité.
voyez un peu ce qu'on vit depuis 1 an et demi? On vit de la brutalité, on vit pas de la stabilité. Donc Avec ça un ne parti marche qui veut plus. la révocation des élus, je suis pas sûr qu'on aille dans la stabilité non plus, puisque c'est ce que vous proposez avec la CIR. Enfin, le débat n'est pas là, Si les élus sont vertueux, il y aura une grande stabilité. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Duplex assuré par Antoine Suaton. Nous sommes avec Edwige Diaz, députée Rassemblement National de Gironde. Vous serez suppléante dans la commission mixte paritaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Et là, le piège tendu à la gauche a fonctionné? Il n'y a pas eu de... Vous êtes en train de dire qu'il y a eu un piège du Ah, Rassemblement national tendu à la gauche? Ah non, on n'est pas du tout là-dessus. Vous savez, nous, au RN, avec Marine Le Pen, depuis le début de la législature, je pense que les Français s'en sont rendus compte. On vote tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général et tout ce qui correspond aux attentes des Français. C'est la raison pour laquelle on peut tout à fait voter un projet de loi, c'est-à-dire un texte issu du gouvernement, une proposition de loi, c'est-à-dire un texte qui provient d'un autre groupe parlementaire. Au passage, je me permets de regretter le sectarisme. Il n'y a pas de réciprocité. Vous voyez, quand le RN vote un texte d'un autre parti parce qu'il va dans le bon sens, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire les autres partis ne votent pas nos textes quand ils vont dans le bon sens. Nous votons aussi différents amendements, nous votons aussi des motions de censure quand il le faut. Non mais en fait rien ne nous gêne dès lors que ça va dans le sens de l'intérêt des Français. Donc que ça soit une motion de censure, une motion de rejet, peu importe, nous sommes très fiers hier d'avoir réussi à protéger les Français d'un projet de loi qui ne correspondait pas du tout à leurs attentes et surtout qui leur aurait fait beaucoup de mal. Non mais d'accord, mais il n'y a pas une incohérence des oppositions, c'est une expression qu'a utilisée Emmanuel Macron, mais on se pose la question, parce que certes, vous avez réussi à faire tomber hier le projet Darmanin, mais vous ne pourriez pas arriver au pouvoir, puisqu'il y a une incohérence totale, il n'y a pas de majorité alternative. Ouais, mais hier, en fait, on n'était pas en train de refaire l'élection présidentielle. Jordan Bardella lui joue à Matignon, donc... Ah bah oui, mais dans la suite, hier, on votait pas pour ou contre Jordan Bardella, Premier ministre. On votait pour ou contre la présentation d'un texte devant l'Assemblée nationale. Évidemment que le gouvernement est dans une position très difficile, puisqu'il n'arrive pas à trouver de majorité au sein même de sa majorité. Là, il essaye de trouver une issue de sortie, une issue de secours en proposant cette commission mixte paritaire. Rien n'est dit qu'il arrive à avoir une majorité au sein de cette CMP. Rien n'est dit non plus que l'Assemblée nationale se positionne en faveur du texte issu de la CMP. Et donc, le gouvernement, s'il est acculé, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ou retirer le texte, mais je pense qu'il ne le fera pas, ou alors présenter un 49.3. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à accepter encore un 49.3 sur un sujet aussi important que celui-là? Le texte du Sénat qui est finalement repris. Vous le votez ce texte? Bah attendez, on va d'abord participer avec beaucoup de sérieux à la CMP. Vous pourriez le voter? Nous, on a dit qu'il y avait une ligne rouge dans le texte si on prend votre hypothèse, c'est-à-dire que le texte qui ressort de la CMP ressemble au texte issu du Sénat. Nous, il y a la ligne rouge, c'est la régularisation des travailleurs clandestins. Nous, dès lors qu'un texte contribue à créer une nouvelle filière d'immigration, nous nous y opposons. Nous nous y opposons pourquoi? Parce que nous sommes comme une immense majorité des Français et nous considérons qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. Même si c'est 6 ou 7 000... Oui, alors, ils nous disent... étrangers. D'après la circulaire Valls, ils nous disent que c'est 6 ou 7 000 étrangers. Sauf qu'après, les choses seront déterminées par décret. Aujourd'hui, on nous dit c'est expérimental. Sauf que demain, ça peut être pérennisé. On nous dit ça va concerner un certain nombre de métiers. Sauf que demain, la liste des métiers dits en tension pourra être élargie, notamment sous la pression des associations immigrationnistes. On nous dit que ça correspond qu'à un certain nombre de zones géographiques, qui nous dit demain que la zone géographique ne sera pas étendue à la France entière. Donc en fait, il y a un vrai danger sur ce sujet-là. Nous avons alerté depuis un certain nombre de mois sur cette dérive immigrationniste qu'empruntait le texte, et donc jusqu'au bout, nous le combattrons. Alors, on va réécouter ce que vous a reproché le ministre Gérald Darmanin tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Madame Diaz, le non-débat d'hier a démontré d'une chose d'abord, c'est que vous avez peur du débat. Vous n'avez pas voulu parler d'immigration. Vous en parlez dans les meetings, dans les marchés, sur les tracts, vous en parlez sur les plateaux de télévision. Mais vous n'en parlez jamais devant la représentation nationale, parce que vous avez eu peur. Qui a peur du débat? Moi je pense que c'est vous qui refusez de proposer aux Français un référendum. Vous auriez pu débattre ici et maintenant. Plutôt que réclamer un débat, vous auriez pu l'accepter dès hier. Vous êtes incohérents. Comme d'habitude, le Rassemblement national vit des problèmes et ne veut aucune des solutions. Vous avez désarmé nos policiers hier, vous avez désarmé nos préfets. Vous désarmez les Français et vous allez vous réjouir au prochain fait divers. Et vous faites sourire? Oui, parce que M. Darmanin est particulièrement caricatural. Et en fait, s'il est à ce point excessif, à ce point menteur, ça démontre bien une chose, c'est qu'il est fébrile.
pardon de le dire, mais s'il y a bien un groupe politique qui refuse le débat, c'est les macronistes. Pourquoi ? C'est quand même eux qui sont coutumiers du 49.3. C'est eux qui ont fait semblant d'oublier qu'il y a quand même eu 45 heures de débat en commission, et c'est surtout eux qui refusent un référendum tel que le proposent Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est M. Macron qui l'a confirmé à l'issue des rencontres de Saint-Denis. Donc les leçons de débat et de démocratie de M. Darmanin, je ne peux que modestement lui conseiller de se les garder. Moi, j'ai bien sûr envie de réagir, parce que d'abord, ce que j'entends, c'est que le Rassemblement national, comme la NUPES, n'avait pas du tout envie de travailler. Ils disent, on nous a fait gagner du temps, on ne voulait pas étudier ce texte, comme a dit Madame Autain. Donc finalement, on est là, nous, à l'Assemblée nationale, députés élus par nos électeurs dans nos circonscriptions, et on nous confisque l'obligation de travailler sur les projets de loi, parce que tout simplement, vous n'avez pas envie d'y travailler. Après, le Rassemblement national, moi, je suis aussi très étonnée d'entendre parler de cohérence, alors que finalement, l'immigration, c'est votre fonds de commerce. Vous ne voulez pas discuter et débattre sur la loi immigration à l'Assemblée nationale en France. Vous vous opposez au vote qui va réguler l'immigration en Europe, le vote du pacte asile-immigration au niveau européen. Et quelque part, ce dont on a l'impression, c'est que plus il y a de problèmes, plus ça va vous arranger. Si on a une loi qui règle une grande partie, c'est-à-dire le problème des délinquants étrangers, si une loi qui permet de retirer un titre de séjour à quelqu'un qui est radicalisé, ça ne vous arrange pas. Moi, j'ai écouté Jordan Bardella également ce matin. Le futur Premier ministre. Moi, j'ai l'impression que ceux qui ont pris l'initiative de cette motion de rejet, que ce soit les LR ou que ce soit les Verts au sein de la NUPES, eh bien, ils ouvrent la porte au Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, maintenant, dit, eh bien, c'est notre tour, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ce que les Français nous ont dit en nous donnant une majorité relative, c'est oui, vous ne pouvez pas faire tout seul, mais à vous tous, nous vous demandons de faire ensemble. Enfin, vous n'avez pas fait avec les réformes des retraites. Pardon, Madame la députée, Maud Bréjon a dit exactement la même chose hier. Mais c'est très agaçant, parce que pendant la réforme des retraites, tout le monde a demandé ce débat, vous l'avez refusé, il y a eu un 49.3. Et les Français. Moi, j'étais pas pour 49.3, alors je suis à l'aise. Et les Français étaient contre. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui le décidons. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui reprocher à l'opposition de refuser le débat. C'est différent, c'est les députés qui décident. Nous, c'est pas nous qui avons décidé. En fait, ce qui vous dérange, c'est que l'Assemblée nationale, que le Parlement reprend le pouvoir. Vous le savez très bien, il y a beaucoup de députés qui n'étaient pas d'accord avec un 49.3 sur les retraites. C'est qu'on l'a subi comme les autres. Mais c'est pas du tout quand on nous arrange. Là, on peut décider. Vous, ce que vous avez décidé, c'est de vous retirer vous-même votre pouvoir d'agir. Et donc ça, c'est pour moi, c'est une image extrêmement exécrable de l'Assemblée nationale pour l'ensemble de nos électeurs. Voilà. Vous dites quoi ? On leur a peut-être évité le prochain 49.3 qui nous aura empêché de voter, parce que moi, ça fait partie de ma décision. J'étais opposé à ce projet de loi d'immigration tel qu'il nous était présenté hier dans l'hémicycle. Et à moi, je me suis posé la question, comme sur la réforme des retraites, mais est-ce qu'à un moment on pourra voter ? Oui, j'étais présent, je suis membre de la commission des lois. Et on a bien vu d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous savez, c'est étonnant comme argument, parce qu'on nous a expliqué, Gérald Darmanin nous a expliqué hier qu'il était ouvert à beaucoup de choses, qu'il était ouvert au débat. Et je ne doute pas qu'il soit ouvert au débat. Sauf que moi, j'ai vu comment se passait la commission des lois. C'est une alliance entre les macronistes et, pour être très précis, le MoDem. Le MoDem qui a participé grandement à détricoter ce texte. Vous regarderez d'ailleurs les amendements de suppression qui ont été adoptés sur chacun des articles du Sénat. Il y avait des amendements des écologistes et du MoDem, M. Balanant, pour ne pas le citer, qui était votre orateur. Il y en a eu beaucoup des amendements des LR qui ont été... Non, des amendements de Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Vous avez dit, en fait, en votant cette commission de rejet, vous allez éviter le 49.3. C'est-à-dire que comme on va aller vers un texte qui va vous convenir, eh bien, il passera sans 49.3. L'objectif, nous, c'est qu'on ait un texte qui nous convienne et surtout un texte qui soit utile pour les Français, qui veulent aujourd'hui moins d'immigration, qui veulent qu'on règle la problématique de l'immigration irrégulière. Et moi, mon espoir, c'est qu'à l'issue de la CMP, on ait un texte qui aboutisse à cet enjeu. Vous avez entendu Clémentine Autain, c'est pas la priorité des Français. C'est pas la priorité de Clémentine Autain, je l'entends, mais je l'invite à venir dans ma circonscription à Belfort. Ça n'enlève pas le fait que le pouvoir d'achat soit aujourd'hui, avec la santé, les priorités majeures des Français. Moi, vous savez, j'ai fait campagne sur ces deux sujets-là, donc je suis très à l'aise pour le dire, mais l'immigration est aussi un sujet dans notre pays. Ça ne semble pas être le cas pour Madame Autain. Je l'invite à sortir de Paris. Et vous verrez que vous nous réinviterez dans 3 mois, et même si le texte amendé du Sénat est adopté, vous verrez que ça ne changera strictement rien. Ça aboutira à quoi ? Mais à rien. Juste des tracasseries bureaucratiques supplémentaires pour les étrangers qui sont sur notre sol, plus d'étrangers qui seront en situation irrégulière, aucune expulsion réellement programmée parce qu'on n'en a pas les moyens, et un droit des étrangers qui marche sur la tête. Il faut aujourd'hui complètement réécrire le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
cette loi, c'en était l'occasion, on est passé totalement à côté. Vous voyez déjà Jordan Bardella à Matignon, pendant ce temps, vous êtes sur la dissolution, Jordan Bardella à Matignon, nous vous êtes dans la science-fiction. Non, mais je dis juste que si toutefois il y avait encore un 49.3 et que Monsieur le Président de la République tenait ses engagements, à savoir qu'il procéderait à la dissolution de l'Assemblée nationale... Vous êtes sûr de gagner ces élections? Ah non, parce que vous savez, Jordan Bardella, on est très modeste. On dit juste que si les Français nous appellent, et s'ils nous le demandent de diriger le pays, oui, je le dis, avec détermination, nous sommes prêts. Vous êtes à 89 députés, il en faut 289 pour être majoritaire quand même. Oui, mais nous ferons campagne, comme tous les partis politiques, j'imagine, mais nous avec une détermination qui est la nôtre, avec un bilan qui est le nôtre, parce que nous ne nous sommes jamais compromis. Nous n'avons jamais servi de courte échelle aux uns et aux autres. Nous ne sommes pas, par exemple, comme les mélenchonistes qui ont appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas non plus comme les LR qui ont permis de sauver plusieurs fois la tête du gouvernement. Pas de pacte ou d'alliance pour la victoire. Non, mais c'est un travail entre Marine Le Pen, Jordan Bardella, le Rassemblement national et l'ensemble des Français. Et oui, je pense que nous pouvons être majoritaires dans l'Assemblée nationale. En tout cas, nous travaillerons ce soir. Sauf que c'est du bluff tout ça. Évidemment, Jordan Bardella ne veut surtout pas être à Matignon l'année prochaine. Je vous le dis, si le RN gagne les élections législatives, ils vont à Matignon. Ça s'appelle une cohabitation qu'on a déjà connue. On a déjà connu. Sauf que ça grille une cartouche énorme pour 2027. Ce que veut le RN, c'est être à l'Élysée, c'est pas être à Matignon. Et ce que veut le RN, c'est être à l'Élysée en 2027, pas être à Matignon en 2024. Donc quand on nous explique qu'il veut être Premier ministre, ils peuvent pas gagner seuls de toute façon, Thomas. C'est autant du bluff que Jean-Luc Mélenchon il y a un an et demi. Oui, il y a un jeu de bluff parce que de toute façon on raisonne sur quelque chose qui est très hypothétique. La gauche en 93 avait été réduite à pas grand-chose, ça n'a pas empêché en 97 de retrouver une majorité. Donc tout peut se passer dans une campagne électorale. Néanmoins, gouverner avant 2027, c'est pas forcément un atout pour le parti vainqueur des législatives. Madame Diaz, si le texte qui revient après la CMP, c'est le texte globalement du Sénat, est-ce que le RN pourrait le voter ou au moins s'abstenir? Et s'il y a un 49.3, ne pas s'associer à une motion de censure NUPES? Juste une dernière minute, pardon, mais qui vient de l'Assemblée, puisque Mathilde Panot annonce qu'elle saisit le procureur de la République sur des faits pouvant s'apparenter de la corruption d'élus par le ministre Gérald Darmanin. C'est ce fameux SMS, vous savez, envers l'élu Brun. Vous avez mis un bazar qui promettrait une brigade de gendarmerie. C'est un coup de fil, directeur de cabinet. Ouais. Vous pensez que ça doit aller à la justice, ce dossier-là? Non. Écoutez, je vais pas... S'ils sont avérés, sont une atteinte grave à l'exercice démocratique. Vous êtes un ancien magistrat, est-ce que c'est de la corruption? Alors ils étaient trompés, un directeur de cabinet, rappelons qu'il n'avait pas appelé le bon bras. Corruption, il n'y a pas de promesse quoi que ce soit. Marchand des votes pour éviter le rejet de la loi. Marchandage classique qui existe en politique. C'est toujours. Tous les élus locaux, ça ne mérite pas une saisine du procureur. Toutefois, qu'est-ce que cela montre? Ça montre qu'on a un ministre qui était aux abois et qui n'a pas bien travaillé son texte. Il a eu 15 mois pour le préparer. Il était incapable de trouver une majorité. Il s'en est retrouvé à devoir faire usage de subterfuges, particulièrement de l'ancien monde, si j'ose dire. Donc évidemment, je ne crois pas que la plainte prospérera auprès du procureur, mais en tout cas, tout ce que cela démontre, c'est la capacité du ministre à travailler avec les députés. Et les écologistes demandent une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Vous savez ça, monsieur Boucard? Vous avez reçu un petit coup de fil aussi, vous? Non, j'ai pas reçu un coup de fil, mais qui m'a rien promis. Promesse de il n'a pas d'homonyme, donc je voudrais juste rappeler que cette caserne gendarmerie, en l'occurrence, était déjà promise. Elle avait été annoncée par le chef de l'État dans le cadre des 200 brigades de gendarmerie supplémentaires créées dans le cadre de la LOPMI. Puis je voudrais quand même pas laisser penser que mon collègue et ami Fabrice Brun pourrait être corruptible. Je crois que Philippe Brun le connaît bien aussi. Il fait partie des députés républicains qui ont voté la motion de censure. Il a voté avec moi la motion de rejet sur la réforme des retraites. Donc de toute façon, ça n'a pas marché. Il n'a pas voté contre cette motion de rejet. C'est mieux comme le monde? Mais je sais pas quelle a été la teneur, en tout cas, des discours. Après, que quelqu'un rappelle, oui, il y a une brigade de gendarmerie en plus quand même. D'abord, ça n'amène à rien, ça n'apporte rien, et la preuve, c'est que ça n'a pas marché, puisqu'il n'a pas voté contre ces motions. Ces pratiques ont toujours lieu? Bien sûr, toujours. Toujours au Sénat, à l'Assemblée, les ministres font aussi leur marché comme ça. C'est la politique. Et en effet, c'était dans la politique ou c'est la corruption? Non, c'est pas la corruption, c'est une coïncidence heureuse. La corruption, c'est autre chose. C'est véritablement acheter une voix. Là, on est sur de la négociation politique. Madame Diaz, vous n'avez pas reçu de coup de fil, vous? Non, nous, on n'a pas reçu de coup de fil. Je pense que M. Darmanin sait clairement que nous sommes ses opposants. Ça vous choque? Et le premier opposant Emmanuel Macron, je pense que tout le monde le sait. Quand Jordan Bardella sera à Matignon, il fera pareil. Un coup de fil. Il appellera aussi non, je crois pas, parce que l'opposition. vous savez, quelque chose qui nous caractérise, c'est l'intégrité.
Ça ressemble beaucoup à la 4ème République quand même. Je pense qu'avec des mots comme corruption, on mélange tout. On mélange avec des mots comme corruption, on mélange tout. On mélange la corruption pour l'intérêt personnel, pour des proches de la famille, pour un enrichissement. Et là, vous parlez de discussion entre un ministre de l'Intérieur et un député sur les moyens des forces de l'ordre de sa circonscription. Donc ça vous choque que Mathilde Panot saisisse le procureur là-dessus? Bien sûr, parce que Gérald Darmanin, il le fait avec tous les députés, avec tous les maires, avec tous les papiers. C'est son quotidien. C'est son quotidien. Il promet des gendarmes à tout le monde. Oublié de vous appeler. J'ai besoin de très policiers à certainement. Louviers, Mais Val-d'Oreille. vous savez qu'il a mené mené dans tous les départements de France des concertations sur les brigades de gendarmerie. Il a rencontré plein de députés et d'élus locaux. Là, il y a un côté renvoi d'ascenseur. Il y a plein de négociations. Et forcément, quand on a envie de convaincre, eh bien, on montre tout ce qu'on fait pour un territoire. Moi, ça me semble normal. Quand du côté du RN, pour le territoire, vous parlez de probité. Il y a une enquête qui est en cours à Fréjus sur la gestion de la commune de Fréjus par David Rachid. Il n'y a pas eu. Il y a aussi une enquête du Parlement de vérification. Oui, il y a des enquêtes, d'accord, mais heureusement qu'il existe quelque chose en France qui s'appelle la présomption d'innocence. Je pense que ça a bien servi à Éric Dupond-Moretti. Merci messieurs, dames. Et on va mettre le deuxième. On va mettre le deuxième. Je crois que c'est sur... Non, c'est pas là. Hop. On va mettre RMC. Non, c'est pas RMC. Voilà. Je cherche l'intégrale. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Hop. Ça, c'est la deuxième vidéo, entre guillemets. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h30 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame de Malherbe. Merci de répondre à mes questions justement ce matin au moment d'une crise politique majeure. Vous êtes le président du Rassemblement National. Vous avez voté, votre groupe à l'Assemblée a voté la motion de rejet du projet de loi immigration. Et je voudrais que vous puissiez tout de suite réagir aux propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ce matin vous accuse de faire preuve de cynisme. Écoutez. Je crois que le Rassemblement National a montré son cynisme absolu. C'est-à-dire qu'après avoir voulu débattre incessamment de l'immigration, les premiers débats qu'on aurait eus si le texte avait été accepté, si la motion de rejet avait été rejetée, c'était un amendement notamment de l'opposition qui évoquait un débat obligatoire sur l'immigration au Parlement. Avouez que ça ne manque pas de sel. Donc évidemment, le Rassemblement National a hier fait ce qu'il sait faire finalement. C'est un parti d'opposition qui n'est pas prêt à gouverner parce qu'il n'est pas prêt à prendre des mesures. Voilà. Et qu'il préfère les problèmes aux solutions. Le gouvernement avait des solutions, elles étaient plébiscitées par les Français. C'est sans doute ce qui a fait peur à Madame Le Pen, mais c'est pas grave. Vous savez, 100 fois il faut remettre le métier sur l'ouvrage. C'est compliqué d'assumer ses responsabilités quand on est ministre. Le Rassemblement National a protégé les Français de l'instauration dans notre droit d'une nouvelle filière d'immigration, celle de la régularisation des travailleurs sans papier, qui serait la plus grosse filière d'immigration, l'une des plus grosses filières d'immigration depuis l'instauration du regroupement familial. Donc nous avons toujours été très clairs, nous n'avons jamais menti ni aux Français ni au ministre de l'Intérieur. Si cet article 3, qui est devenu le 4 bis, qui visait à faciliter la régularisation des travailleurs clandestins, nous avions dit dès le départ que nous ne voterions pas ce texte de loi. J'ai dit dès le départ que si cet article de loi ne figurait pas dans le projet de loi final, alors les députés du Rassemblement National voteraient en faveur de ces quelques mesures administratives, bien qu'insuffisantes, qui permettraient de contrôler à minima un certain nombre de procédures migratoires. Même pas de débat. Vous avez effectivement voté avec la France Insoumise et le Rassemblement National et les Républicains. C'est pour ça qu'ils vous accusent de cynisme. Non mais madame, il y a eu un débat. Il y a eu 45 heures de débat en commission à l'Assemblée nationale. Le texte, il a été débattu au Sénat. Maintenant, la démocratie, c'est le vote. Il y a eu un vote sur ce texte. Nous avions été très clairs. Il y a eu 2 motions de censure qui ont été
proposées, de motion de rejet, pardonnez-moi, l'une d'Europe Écologie Les Verts et l'autre des Républicains. C'est celle des Verts qui est passée en premier. Nous l'avions votée parce que, encore une fois, il était de notre devoir de protéger les Français. Il faut juste que M. Darmanin comprenne que je ne suis pas élu dans sa majorité et que le Rassemblement national est un parti d'opposition à la politique du gouvernement. Par conséquent, nous défendons à l'Assemblée nationale ce pourquoi les Français nous ont choisis. Les Français nous ont choisis pour contrôler la politique d'immigration, pour impulser un retour à la raison après 3 décennies d'excès en ce sujet, et c'est précisément ce que nous avons fait. D'ailleurs, à ceux qui nous disent concrètement, à quoi servent les députés RN à mettre en échec cette nouvelle filière d'immigration. À mettre en échec un certain nombre de points sur lesquels, certes, vous estimez que ça n'allait pas suffisamment loin, mais enfin tout de même, d'échéance de nationalité en cas de condamnation pour homicide ou tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vous êtes contre? Non, madame, encore une fois, je suis très clair. Il y a dans ce texte de loi des petites évolutions administratives qui ne permettront pas de régler la question de l'immigration. Tout le monde le dit. Les députés de la majorité, un certain nombre de députés, moi j'ai entendu Naïma Mouchou, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est membre de la majorité d'Emmanuel Macron, et qui dénonce une partie de ce texte de loi en disant qu'il va constituer une forme d'appel d'air pour les travailleurs clandestins, premièrement. Monsieur Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a donné une interview remarquable dans les colonnes du Point dans laquelle il dit que ce texte de loi ne permettra pas le contrôle de l'immigration en France. Donc encore une fois, je suis très clair. Ce texte de loi contient un article qui est pour moi une ligne rouge absolue. Et je ne vote pas, et nos députés ne votent pas en faveur de la création d'une nouvelle filière d'immigration. On est très clair. Et je vais vous dire, la réaction de M. Darmanin, elle est très intéressante. Parce que c'est pour moi le signe d'un pouvoir qui perd pied. D'un pouvoir qui a perdu toute son autorité et qui ne contrôle plus rien dans notre société. Je crois qu'on est là au-devant d'une crise politique majeure. Or, la seule voie honorable, quand on est confronté à une crise politique majeure, c'est d'en revenir au peuple. Ils ont, à force de 49.3, à force d'avoir érigé le 49.3 en méthode de gouvernement, ils ont oublié qu'ils étaient minoritaires. Vous appelez donc à une dissolution? Je pense que nous entrons dans une crise politique qui a été un petit peu dissimulée, avec laquelle on a gagné du temps depuis plusieurs mois à cause de 49.3 qui se sont multipliés dans notre société. Et je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si tel devait être le cas, alors le Rassemblement national serait évidemment prêt à assumer ses responsabilités. Vous demandez une dissolution de l'Assemblée nationale, vous demandez également la démission de Gérald Darmanin? Je vois pas comment on peut faire autrement que de démissionner quand on a le pire bilan sécuritaire, probablement de la décennie en cours, parce que les affaires se sont multipliées, les mensonges du Stade de France, le sketch de l'expulsion ratée de l'imam Iqiyoussen, les 120 attaques au couteau par jour, les étrangers sous OQTF qui ne sont pas reconduits dans leur pays de départ et qui conduisent sur le sol français. Il vous dit, si vous n'aviez pas stoppé net cette loi, ces expulsions auraient été possibles, vous les empêchez dans un sens. Mais en quoi ce texte de loi, qui contient des dizaines d'angles morts, rien sur la suppression du droit du sol, rien sur l'acquisition quasi automatique de la nationalité, rien sur les mineurs étrangers non accompagnés qui sont responsables, d'après les services de l'État, d'après les forces de police, de la quasi-totalité de la délinquance de rue dans les grandes villes. Rien sur le fait que notre pays est devenu aujourd'hui une pompe aspirante pour l'immigration et que beaucoup d'étrangers qui viennent en France considèrent notre pays comme un guichet social. Et voyez bien que les quelques petites mesures de fermeté qui ont été adoptées par le Sénat ont toutes été détricotées à l'Assemblée nationale conjointement par la NUPES et par la majorité d'Emmanuel Macron. Donc ce texte de loi n'était pas un texte contre l'immigration, je le dis aux Français, c'était un texte pour l'immigration. Par conséquent, nous avons protégé le peuple français de ce qui apparaissait comme une nouvelle filière d'immigration. Jordan Bardella, je reprends dans l'ordre. Vous estimez qu'il faut que Gérald Darmanin en tire les conséquences et qu'il démissionne. Vous estimez qu'il faut dissoudre l'Assemblée. Et j'imagine que Elisabeth Borne elle-même, à vos yeux, ne peut pas rester Première ministre. Mais comment on peut se maintenir quand on perd sa légitimité? Je veux dire, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale. La réalité, madame, c'est que au moment de la réforme des retraites, il aurait déjà dû y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. On ne peut pas gouverner contre le peuple français. Lorsqu'on est désavoué par le Parlement, lorsqu'on porte une politique qui est rejetée massivement dans le pays, je parle de la réforme des retraites,
eh bien, il faut se rendre devant les Français et démissionner. Et donc, par conséquent, je crois que on ne trouvera pas d'autre issue face à une majorité qui n'existe pas, qui n'est que relative à l'Assemblée nationale, que de revenir, c'est sain de revenir devant les Français en démocratie. Il y a des élections européennes dans 6 mois. Je crois qu'il faut, en amont, que le président de la République revienne devant les Français en organisant une dissolution de l'Assemblée. Et si tel était le cas, je pense que le Rassemblement national pourrait obtenir une majorité à l'Assemblée. Alors tirons le fil. On est en janvier. Il y a une dissolution. Vous obtenez une majorité. Est-ce que vous accepteriez, vous ou Marine Le Pen, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron ? D'être un Premier ministre de cohabitation, bien sûr. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Le projet de loi sur l'immigration, nous l'avons, il est rédigé, il est prêt et il est 1000 fois plus dur que celui qui a été proposé par le gouvernement. Le projet de loi contre l'idéologie islamiste, qui a été rédigé par Jean-Paul Garot, magistrat, père du parquet national antiterroriste, il est prêt à être voté à l'Assemblée nationale. Nos mesures en faveur de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, elle est prête, elle est sur la table. Nous avons 1001 mesures pour rendre aux Français leur sécurité, les fruits de leur travail. Et si nous revenons devant les Français, nous solliciterons évidemment une majorité absolue. Et moi, je souhaite qu'on puisse travailler aussi avec des gens qui ne viennent pas du Rassemblement national. Moi, j'avais proposé, vous vous en souvenez, pendant la réforme des retraites, lorsqu'on avait agité ce débat sur la dissolution, que le Rassemblement national, que mon mouvement politique ne présente pas de candidats en cas de dissolution face à des candidats de LR, patriotes sincères, qui auraient voté la censure du gouvernement. Je pense que nous pourrions envisager la même chose parce que je pense que la France a besoin d'un gouvernement d'union nationale avec tous ceux qui, patriotes sincères, sont attachés au redressement de notre pays et qui ont envie de remettre de l'espoir dans le pays. Dans les coulisses, vous parlez déjà avec un certain nombre de députés LR ? Oui, bien sûr, et à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, mais on est en campagne tout le temps pour les Français. Voilà, évidemment qu'on est en campagne. Moi, je n'ai qu'une seule obsession, c'est que les idées que nous représentons avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, que je crois majoritaire dans le pays, puissent arriver à la tête de l'État et que nous puissions effectivement, derrière, conduire la politique de la nation et porter l'optimisme pour tous dans notre société, à l'heure où Emmanuel Macron semble avoir éteint la lumière. Et puisque vous êtes en train de tout dire aux Français et de donner votre plan, Premier ministre, ce serait vous ou Marine Le Pen ? Marine Le Pen a indiqué clairement, elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle, peut-être une 4e fois, je souhaite sa candidature. Par conséquent, il y aura une répartition des rôles. Je suis président du premier parti d'opposition et j'assumerai par conséquent ma responsabilité si les Français devraient nous faire confiance. Vous êtes donc, ce matin, devant moi, candidat au poste de Premier ministre. Non, mais je suis pas candidat. À un moment donné, c'est les Français qui choisissent. Et je dis aux Français, s'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il doit y avoir demain la tenue d'élections, je veux leur dire les yeux dans les yeux que le Rassemblement national est prêt à assumer ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui 88 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons un peu plus d'une centaine de parlementaires en comptant nos députés européens, nos sénateurs. Nous avons beaucoup de gens, croyez-moi, une équipe compétente autour de nous, qui travaille à nos côtés, qui prépare des projets de loi extrêmement précis, extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. Et surtout, je crois que nous avons au fond du cœur et dans nos convictions ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français, parce que non seulement nous comprenons leurs problèmes, nous avons eu la lucidité de les décrire avant tout le monde. Nous comprenons leurs angoisses, mais aussi leurs espérances. Et nous avons, je le crois, sincèrement, les solutions pour susciter l'espoir. Je me souviens, Jordan Bardella, de Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidentielle, qui, le 21 avril 2002, était arrivé effectivement au second tour, mais qui, a posteriori, avait avoué qu'en fait, il n'était pas prêt du tout et qu'il ne souhaitait même pas vraiment accéder au pouvoir. Est-ce que c'est votre cas ? Les temps ont changé. Les temps ont changé. Aujourd'hui, vous dites, on est prêt. Je pense que le Rassemblement national, qui pendant très longtemps a été une formation d'opposition, devient, à mesure que les tempêtes s'accélèrent, à mesure que nous travaillons et que nous évoluons aussi, nous, une formation de gouvernement. Et je veux rassurer tout le monde, si nous arrivons au pouvoir, nous entendons tendre la main aussi à des gens sincères, qui ont des convictions, qui aiment profondément la France et qui veulent travailler à nos côtés. Et moi, la question que je pose, une seule question. Est-ce que les Français vont enfin se choisir à la tête de l'État des gens qui les aiment, qui les respectent et qui les considèrent ? Vous estimez que ça n'est pas le cas aujourd'hui ?
Vous dites d'Emmanuel Macron qu'il n'aime pas les Français, qu'il ne les considère pas? Moi, j'estime qu'il a à leur égard une brutalité dans la manière de faire de la politique, dans la manière de décider, dans la manière d'agir et dans la manière de ne pas comprendre ce que les Français ont au fond du cœur. Les tempêtes se multiplient dans notre société et ils vont continuer à se multiplier. L'insécurité n'est pas résolue. Nous vivons une crise migratoire majeure. Quand on parle de l'immigration, madame, on parle pas simplement de statistiques. Les Français ont, je crois, une volonté, c'est celle de rester eux-mêmes. Et il y a des millions de Français dans notre société qui ne reconnaissent plus leur pays et qui considèrent que l'immigration fait peser sur notre pays une menace pour la sécurité, pour les finances publiques, pour notre identité et notre art de vivre. En attendant, Gérald Darmanin, là-dessus, il dit exactement la même chose que vous. Et il dit précisément que ce texte de loi, de manière quasi immédiate, lui aurait permis d'expulser 4000 délinquants étrangers par an. 82% des Français qui ont voté pour vous, et c'est le résultat d'un sondage ELAB, étaient favorables à cette loi. Ils estimaient que cette loi, elle permettait de mieux lutter contre l'immigration illégale. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Vous avez rappelé il y a quelques instants, madame, qu'il y avait deux choses dans ce projet de loi. Qu'il y avait des mesures qui facilitaient l'expulsion administrative et il y avait, j'y viens, et il y avait deuxièmement... Vous pouvez pas dire, on peut pas les expulser. Je vais vous répondre. On vous dit, on vous donne les outils pour le faire et celle-là, vous les jetez. Je vais vous répondre. Dans ce texte de loi, il y avait deux choses. Ces mesures facilitaient, entre guillemets, quelques expulsions minoritaires, mais pour les faciliter. C'était des mesures administratives. Et il y avait l'instauration de cette nouvelle filière d'immigration que je conteste et qui était pour moi et pour nous une ligne rouge. Marine Le Pen elle-même avait dit, je le précise, hein, c'est une petite loi avec des petites mesures, mais qui améliore un tout petit peu la situation. Je vais vous répondre. Marine Le Pen va déposer ce matin à l'Assemblée nationale, en son nom et au nom de tout notre groupe, une proposition de loi qui va réintégrer, et je n'ai aucun doute sur le fait que l'Assemblée nationale votera et que la majorité sera cohérente, la fin de cette dérogation qui nous empêche aujourd'hui d'expulser, ça correspond au cas que vous avez cité, des gens qui seraient criminels ou délinquants en France et qui seraient arrivés sur le territoire de la République française avant 13 ans. Aujourd'hui, il existe une dérogation dans le droit français absolument hallucinante qui protège ce type de profil. À laquelle cette loi, elle est Par conséquent, je conteste ce projet de loi pour les raisons que j'ai évoquées. Marine Le Pen déposera ce matin une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui permettra précisément de mettre fin à cette dérogation et d'expulser les gens dont a parlé monsieur Darmanin. Et je pense que ce compromis, il est à mon avis respectable, digne et souhaité par une majorité de Français. Mais vous n'avez même pas discuté de ce point qui était inscrit dans la loi. Mais j'ai pas besoin de... Avec qui faut discuter? Avec monsieur Darmanin. Il y a eu 45 heures de débat en commission, madame. Donc, je veux dire, on peut débattre, on peut bavasser pendant des mois. Mais la démocratie, c'est le vote. Or, il y a eu un vote, et je crois que ce qui s'est exprimé, en tout cas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, va dans le sens de la protection des Français. Il semble, il y a plusieurs scénarios sur la table évidemment, mais il semble qu'au moment où on se parle, le gouvernement souhaite continuer, c'est ce qu'a d'ailleurs affirmé Gérald Darmanin à nouveau ce matin. Il a dit on ne va pas arrêter là, on va continuer. Ça veut dire qu'il y a donc deux options, soit le texte repart au Sénat, soit il part directement en commission mixte paritaire. Si sortait, soit du Sénat, soit de la commission mixte paritaire, le texte de loi, le même qu'aujourd'hui, mais moins le fameux article, l'ancien article 3, désormais 4 bis, dans lequel il y a cette régularisation des travailleurs illégaux dans les métiers en tension. Est-ce que vous le voteriez celui-là? Bien sûr. D'accord, donc il suffirait qu'en fait le gouvernement là supprime cet article 4 bis et vous votez. Mais vous voyez là où je conteste les accusations en cynisme du ministre de l'Intérieur, c'est que c'est précisément la position que nous avons adoptée depuis le départ. Moi j'ai dit quoi depuis le départ? J'ai dit que ce texte est une petite loi, dans un contexte extraordinaire qui ne permettrait pas de contrôler la politique d'immigration en France et de mettre fin à 30 ans d'excès en la matière. Mais qu'il y avait un certain nombre de petites avancées administratives qui permettaient de faciliter des procédures et que par conséquent, si on enlevait cet article 3 devenu 4 bis sur la régularisation des travailleurs sans papier, qui allait pour moi constituer une nouvelle filière d'immigration encore une fois, alors on voterait ce texte. La réalité, madame, c'est que une grande partie de la politique d'immigration en France est aux mains de jurisprudence française, européenne et internationale. Et que le seul moyen de reprendre le contrôle de notre politique d'immigration, de permettre aux Français de reprendre le contrôle, c'est un référendum sur l'immigration qui permettrait de soumettre aux Français un projet de loi, un bouclier qui est rédigé, qui est disponible sur le site du Rassemblement national, un bouclier juridique, administratif, politique, pour faire en sorte qu'on puisse, un peu à la danoise, mettre en place ce qu'on appelle un opt-out à la française, c'est-à-dire qu'on sacralise
la gestion de l'immigration et de la sécurité des Français, et on rend les textes qui précisément vont en ce sens absolument intouchables par les jurisprudences françaises, européennes, internationales, qui aujourd'hui nous empêchent d'expulser un certain nombre de gens. Je vous en prie. Parce que cet exemple, il est aujourd'hui. Il y a eu une expulsion. Depuis le terroriste d'Arras, il y a eu une accélération des expulsions d'étrangers présentant des dangers pour la France. Parmi eux, il y a ce citoyen ouzbek qui, depuis 2 ans, faisait l'objet d'une OQTF, mais qui n'avait pas été appliquée jusqu'alors. Il a fait un certain nombre de recours. Il a malgré tout été expulsé. Il est aujourd'hui en Ouzbékistan, il est même en prison en Ouzbékistan, tellement il est considéré comme dangereux. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la France n'avait pas le droit de l'expulser parce que dans son pays, il serait maltraité, malgré le danger qu'il représente ici. La France est condamnée, au moment où l'on se parle, à aller rechercher celui qu'on a expulsé et même à lui verser 3 000 €. Vous, là, aujourd'hui au gouvernement, vous feriez quoi? 2 choses. Voyez bien, que cette loi ne suffirait pas, que la loi dont on parle là depuis un quart d'heure ne suffirait pas à régler cette question extrêmement concrète. Il faut, en fait, là, donc, avant tout sortir de la CEDH. Il faut rendre en matière sur les questions d'immigration et de sécurité, sur le modèle danois, les règles françaises, les lois françaises au-dessus de toute autre loi. En attendant, vous seriez au gouvernement, vous retrouveriez exactement la même situation, vous seriez obligé d'aller le chercher. Si nous arrivons à la tête de l'État en 2027, nous engagerons dès les premières semaines, et nous en prenons la responsabilité, un référendum sur l'immigration. On soumettra vous feriez dès janvier si un projet de loi. Si vous aviez, vous, la majorité? Vous savez que ce référendum, il est à l'initiative du président de la République, parce que nous souhaitons utiliser notamment l'article 11 de la Constitution, comme l'avait fait le général de Gaulle lorsqu'il a instauré le référendum, le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Donc, avec notre référendum, avec le vote de ce projet de loi, avec cette instauration de la supériorité du droit français sur tout autre droit et sur toute autre jurisprudence, la CEDH ne pourrait pas condamner la France et ne pourrait pas imposer à la France sa politique d'immigration. Qui décide aujourd'hui de la politique d'immigration? Ce sont les juges et les étrangers eux-mêmes, qui, en venant sur le sol français, peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages et qu'ils répondent ou non aux critères d'un maintien sur le sol français, peuvent dans tous les cas s'y maintenir. Et M. Darmanin, il a, au niveau européen, le record de faiblesse en matière d'exécution de QTF. On expulse 5 ou 6% de ceux qui doivent effectivement être expulsés. Je crois que c'est 15 ou 20%. Merci, je crois que c'est 15 ou 20% en Allemagne. Donc il faut aujourd'hui reprendre le contrôle de la politique d'immigration au risque de graves basculements dans notre société. Et moi, je souhaite que les Français puissent au XXIe siècle rester eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle je place la question civilisationnelle et la question migratoire peut-être au-dessus de toute autre question fondamentale. Jordan Bardella, un mot sur Issou. C'est là, dans un collège, qu'une professeure s'est vue menacée pour avoir présenté un tableau à ses élèves, un tableau du XVIIe siècle qui est exposé au Louvre, qui représente notamment des femmes dénudées. Certains élèves se sont détournés, ont détourné le regard, il y a eu des menaces qui ont été proférées, elle a été considérée comme raciste, ayant fait une forme de provocation. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, s'est rendu sur place. Il a estimé qu'il n'en était pas question, que dans l'école de la République en France, on ne détournait pas le regard et qu'on respectait les enseignements. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec cela. Maintenant, on a beaucoup parlé sur ces questions. Charlie Hebdo, Samuel Paty, Dominique Bernard, la liberté d'expression est aujourd'hui menacée en France par un islam politique conquérant qui impose dans notre société ses lois, ses coutumes, ses modes de vie et ses interdictions. L'islamisme n'est pas arrivé en France par l'opération du Saint-Esprit. Il est le fait d'une politique migratoire complètement folle, complètement dérégulée, qui nous impose aujourd'hui un retour à la raison, après des décennies d'excès. Donc, il faut contrôler l'immigration. Deuxièmement, il faut défendre la laïcité. Il faut protéger aujourd'hui les enseignants. Il faut protéger ceux qui sont en première ligne. Protéger, ce sont des mots. Maintenant, il faut des actes. Et je pense qu'il faut éloigner de l'école de la République française tout élément perturbateur, que ce soit pour des faits de violence ou des contestations de la laïcité. Il faut poser la question au ministre de l'Éducation nationale qui monte dans les je vois qu'il monte un peu dans les baromètres et je me permets de remarquer que à chaque fois que quelqu'un monte dans les baromètres, c'est quand il dit la même chose que nous en fait. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc moi je propose aux Français de choisir l'original. Jordan Bardella, vous étiez la semaine dernière en Guadeloupe. La présentatrice du journal de la radio privée RCI, qui s'appelle Barbara Olivier Zandronis, a été mise à l'écart après un entretien avec vous. Est-ce que c'est ça le RN?
Je ne suis pas, madame, responsable, sur votre respect, des choix éditoriaux d'une radio. C'est un choix dont vous n'avez aucune... Pas du tout. J'ai une interview pour que les gens... Non, absolument pas. Qui a donc mis à l'écart ces journalistes. Pas, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. J'étais en Guadeloupe il y a quelques jours. J'ai eu une interview assez... d'une personne que j'ai trouvée assez agressive, inélégante dans la manière de nous considérer, qui j'ai rappelé que en étant agressive à mon égard, elle était en fait agressive à l'égard des 70% de Français qui avaient voté pour Marine Le Pen en Guadeloupe. Aujourd'hui qu'elle soit rétablie dans son job. Je ne demande rien, madame, je n'ai pas à m'ingérer dans la gestion, nous sommes un pays de liberté, la presse est libre, et je n'ai pas à m'ingérer dans la manière dont les radios gèrent leur journalisme et leurs équipes. Ce que je note, c'est que la direction de la radio a estimé que l'interview n'était pas une interview, mais un débat politique, et a décidé de mettre à l'écart cette journaliste. J'ai rappelé que c'était de la liberté éditoriale de la radio et que je n'avais évidemment aucune responsabilité là-dedans, fort heureusement. Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à mes questions ce matin, président du Rassemblement national et donc candidat en quelque sorte au poste de Premier ministre, en tout cas prêt à être Premier ministre de cohabitation. Vous appelez à la dissolution. 8h53 Voilà. On va mettre Jordan Bardella. Jordan... 13 septembre 1995, il a 28 ans. D'accord. C'est mardi 2 septembre. C'est mardi 12 décembre. Jordan Bardella a répondu aux questions d'Apolline de Malherbe dans l'émission Face à Face. D'accord. Continue. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Pratiquement 17 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs. Encore un mot de la situation politique avant qu'on parte en Israël où on vient d'apprendre que les corps de 2 otages israéliens ont été retrouvés par Tsahal. La politique française avec ces rumeurs de dissolution. Ce matin, Jordan Bardella, qui était invité de notre consoeur Apolline de Malherbe, s'est dit prêt à devenir éventuellement Premier ministre d'Emmanuel Macron. Écoutez-le. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron? D'être un Premier ministre de cohabitation? Bien sûr. Voilà, donc le Rassemblement national qui se tient prêt à une cohabitation et Jordan Bardella qui, je vous le disais, pour la première fois, vient de dépasser Marine Le Pen dans le baromètre Paris Match, des personnalités Paris Match IFOP pour ce journal, avec donc ce 6e rang pour Jordan Bardella, 8e rang pour Marine Le Pen, en premier rang pour nos auditeurs, c'est Édouard Philippe, en 2, Gabriel Attal, en 3, François Hollande, en 4, Rachida Dati, en 5, Fabien Roussel. Très étonnant ou pas que Jordan Bardella, Louis de Ragnel, dépasse désormais Marine Le Pen dans pour les Français. C'est François Hollande, mais oui. Voilà. Et Emmanuel Macron, attendez, il est vous tournez la page 26e position. Hein. Alors, non, c'est surtout très intéressant parce que c'est le tabou absolu au Rassemblement national. À chaque fois qu'on pose la question aux dirigeants du Rassemblement national, qu'est-ce que vous faites si un an avant la présidentielle, Jordan Bardella est mieux qualifié dans les sondages que Marine Le Pen pour remporter l'élection présidentielle? Est-ce que c'est Jordan Bardella qui va ou est-ce que Marine Le Pen reste la candidate? À chaque fois, on voit bien, il y a une forme d'embarras auprès de nos interlocuteurs. Et donc, c'est un peu le sujet tabou, c'est l'angoisse aussi à la fois de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, parce qu'ils ne veulent absolument pas être dans la situation de répondre à cette question, et ils ne veulent surtout ils ne veulent pas non plus que leurs militants soient tiraillés par rapport à ça. Oui, il a répondu, Florian. Moi, c'est la première fois aujourd'hui qu'il répond sans le savoir à cette question. Lorsqu'il annonce ce matin
en cas de cohabitation, je souhaite devenir le Premier ministre, que devient Marine Le Pen? Alors c'était déjà le cas. Non mais que devient Marine Le Pen? C'était déjà le cas au moment des législatives. Ça avait déjà été décidé par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et Jordan Bardella l'avait dit. Alors en cas de Premier ministre, c'est Jordan Bardella. Mais c'est vrai que pour la présidentielle, c'est la première fois qu'il me dépasse dans les sondages. Il y a une vraie question. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Jean-Sébastien, c'est Chirac Balladur, si on veut, justement, avec la répartition. Qui est Chirac Balladur alors? Marine Le Pen et Jacques Chirac, donc, si on reprend ce scénario-là. Mais la popularité, et vous le soulignez en parlant de François Hollande, il faut quand même ne pas surinterpréter les sondages de popularité, parce que la popularité, en général, ça ne fait qu'enregistrer en creux le fait que vous ne cristallisiez pas les oppositions. C'est très très différent des intentions de vote. Maintenant, incontestablement, ça pose une problématique électorale au Rassemblement national. Mais sur la question de la cohabitation elle-même, au-delà du fait qu'une dissolution ne semble pas être à l'ordre du jour, quand vous regardez le détail de la carte électorale des 577 circonscriptions, je vous le disais rapidement tout à l'heure, il n'y a pas de configuration où on peut imaginer un Rassemblement national qui aurait une majorité absolue, ni même une majorité relative à la hauteur de celle qu'a Emmanuel Macron. Au mieux, mais c'est un scénario tout à fait possible pour le coup, il serait le premier des groupes à l'Assemblée. Et le premier des groupes à l'Assemblée, c'est-à-dire que vous ne pouvez quasiment pas gouverner, parce qu'en face, vous avez des gens qui mécaniquement auraient tout intérêt à voter des 49.3, enfin, ou des motions. Dommage, il n'y a pas d'image, il y avait juste la radio. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires par rapport à la vidéo de Jordan Bardella. Est-ce qu'il va être Premier ministre ou pas? Mettez-moi des pouces. On va dire des pouces bleus. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, YouTube et TikTok et X. Et je vous dis à la prochaine.